Ok, bon, on va commencer. Eh bien, écoutez, on a laissé déjà les invités qu'on remercie hein, en termes de présence, d'avoir accepté le lien et puis cette thématique d'aujourd'hui. Je remercie déjà l'organisation et la technique, parce que c'est important que les choses se passent dans de bonnes conditions hein, sur un espace sécurisé, donc Zoom sécurisé. On est bien sûr avec une intervention de notre partenaire FNMF. Hein, on y tenait, on sait que la FNMF a aussi une raison d'être, hein, qu'elle a présentée d'ailleurs à la rentrée. Hein, vous savez, Margot, à Marseille, sa raison d'être, c'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Donc, vous voyez, on est un C'est ça. peu dans des sujets connexes avec ma santé, j'y travaille, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, la MGS, elle aussi, cherche son modèle, a trouvé des pistes intéressantes sur son modèle de prévention, puisque c'est aussi un peu la prévention qu'on essaie aujourd'hui de promouvoir pour que nos adhérents soient en bonne santé, que les agents de la fonction publique soient en bonne santé. Et à ce titre-là, moi, je voulais juste en ouverture, avant que Margot, qui est notre experte, puisse s'exprimer et puis échanger avec vous, c'était évoquer trois sujets qui aujourd'hui peuvent nous réunir et nous permettre là aussi de comprendre la façon dont on pourrait améliorer son état de santé. Ben, vous avez d'abord l'environnement, où si l'environnement est sain et accueillant, ben forcément, on se sent bien. S'il n'y a pas de pollution intérieure, puisque vous le savez, l'environnement, c'est intérieur-extérieur. Donc ça, c'est le premier sujet qui permet, d'une part, de regarder. On le place sur un côté de notre petite tête. Dans cette même petite tête, bah, il y a l'esprit et dans sa propre tête, bah, étant bien, avoir une bonne estime de soi, comprendre son entourage et son environnement, son écosystème, bien gérer son stress, comprendre et exprimer ses émotions, ça aide aussi à toute une relaxation. C'est le deuxième point où, dans sa tête, on peut là aussi travailler pour avoir une meilleure santé. Et le troisième point, bah, c'est être bien dans son corps, avoir une alimentation équilibrée, pas comme moi, faire du sport, ouais, j'en fais un peu, et puis avoir une vie relationnelle, entre guillemets, saine, qui permet aussi de concourir, là aussi, sur un meilleur esprit et là encore, une meilleure santé. Bah, si on résume les trois, l'environnement, dans sa tête et dans son corps, il y a une citation de Juvénal, que vous connaissez tous, qui après Jésus-Christ en 127, après Jésus-Christ, qui était un artiste ou un auteur satirique, qui disait mens sana in corpore sano. Donc, esprit sain dans un corps sain, eh ben, on est typiquement dans le sujet d'aujourd'hui, comme quoi la prévention existait déjà depuis de nombreuses années et nous ne sommes que des personnes qui faisons des relais. Et Margot, ben, je vous laisse continuer après cette ouverture, j'espère, pédagogique. Voilà. Très bien, Bonne merci. webinaire. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Et effectivement, je suis ici aujourd'hui pour animer donc, cette webconf qu'on a appelée Ma santé, j'y travaille et qui va s'intéresser plus particulièrement au thème de la nutrition. Donc, je vais commencer rapidement par vous présenter un peu le programme de l'heure qui va suivre. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement le contexte un peu de cet atelier. Ensuite, on partira sur plutôt les repères nutritionnels et puis aussi les repères, c'est bien gentil, mais quelques petites astuces pour comment pouvoir les appliquer et les inclure dans notre quotidien. On aura également une petite partie au travail, quand on est sur notre lieu de travail, comment est-ce qu'on peut faire pour appliquer aussi ces repères-là. L'activité physique, ça va toujours aussi de pair avec l'alimentation, donc on aura une petite partie là-dessus. Et en dernier lieu, on prendra également les questions diverses. Donc vous pouvez voir sur Zoom, vous avez l'onglet discussion. Donc j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-uns d'entre vous qui se familiarisaient avec pour nous dire bonjour. Donc n'hésitez pas à nous faire passer vos remarques et vos questions dans cet onglet-là et je les prendrai à la fin de la webconf. Donc, très rapidement, une petite présentation. Donc, tout d'abord, je suis Margot Forgeard, je suis chargée de projet en prévention promotion de la santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous sommes en région BFC, le représentant de la FNMF. Et donc, moi, je suis également à côté de ça ingénieure en alimentation et santé. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vous parle aujourd'hui de nutrition, parce que c'est mon corps de métier à la base.
Et donc, on a aujourd'hui notre action sur la nutrition et je voudrais commencer en préambule par une petite question sondage. Donc, normalement, vous allez voir apparaître, on va vous proposer cette petite question. Donc, qu'est-ce que la nutrition selon vous? Vous avez différents choix. Donc, est-ce que la nutrition, c'est le fait de s'alimenter de manière globale? Est-ce que c'est un type d'alimentation équilibrée? Est-ce que c'est l'apport alimentaire qui va répondre aux besoins de l'organisme? Ou quatrième choix, ça désigne les substances apportées par l'alimentation. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Alors, je vois déjà une légère tendance. Donc, il nous manque encore quelques réponses. Alors, donc effectivement, donc je vois déjà franchement une tendance dans les réponses. Donc effectivement, la majorité d'entre vous a bien répondu. La nutrition, donc la définition que l'OMS nous donne, c'est l'apport alimentaire qui va répondre aux besoins de l'organisme. Et donc, ce pourquoi je voulais insister là-dessus, c'est pour vous donner un peu cette image de balance. Donc la nutrition, ça va vraiment, le principe, c'est d'avoir cet équilibre entre les apports alimentaires d'un côté, les apports alimentaires qui vont représenter nos apports énergétiques, et de l'autre, les besoins de l'organisme. Et en fait, les besoins, ça va être nos dépenses énergétiques. Et vraiment, un point qui est très important, c'est qu'il faut que ces deux éléments soient en cohérence l'un avec l'autre, qu'on soit à l'équilibre. Parce que nos apports alimentaires, si c'est déséquilibré, d'un sens, si c'est supérieur, que la balance pense du côté des apports, là, ça risque d'être une prise de poids. Au contraire, si ça penche du côté nos besoins ne sont pas suffisamment comblés par nos apports énergétiques, là également, ça peut nous mettre à risque. Donc, la nutrition, c'est un peu ce jeu de pouvoir être entre les deux. Donc, voilà, c'est le premier point que je voulais voir avec vous avant de passer à la suite. Et donc, je vais pouvoir quitter le sondage. Donc, on va passer tout de suite dans le vif du sujet au niveau des repères et des astuces. Donc, les repères que je vais vous présenter, c'est tout simplement les repères qui nous sont donnés par le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, qui est réétudié régulièrement. Donc, il a été mis en place depuis 2001 et on a notamment la nouvelle version depuis 2019. Et ces repères, ils s'organisent maintenant en 3 axes. Un axe augmenté, où c'est vraiment les différents points, différents aliments vraiment à rendre plus présents dans notre régime alimentaire. Il y a également l'axe aller vers, où là, c'est des choses qui ne sont pas encore trop présentes, mais qu'il faut qu'on garde en tête et vers lesquelles il faut tendre. Et malheureusement, il y a quand même un axe réduire, où là, il n'y a pas tellement de choix, c'est des aliments qu'il faut diminuer très largement. Donc, je vais commencer avec les repères à augmenter. Donc, ce que le PNNS nous dit, c'est notamment au niveau des fruits et légumes. Ce qui est conseillé, on a tous un peu en tête le 5 fruits et légumes par jour. Donc, un peu plus concrètement, 5 fruits et légumes là, c'est peut être 3 portions de légumes, 2 portions de fruits, ça peut être 4 portions de légumes, 1 portion de fruits. Quand on parle des fruits, on parle pas des jus de fruits, on parle vraiment des fruits solides avec toute leur matrice alimentaire. Il est également conseillé de consommer plus de légumes secs. Donc, quand je dis légumes secs, c'est tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, ce genre de choses, au moins 2 fois par semaine, parce qu'ils sont très riches en fibres. Leur petit intérêt, c'est qu'ils peuvent être aussi très riches en protéines, ils peuvent être riches en calcium. Donc, vraiment, aller vers ces produits-là. Et le troisième que je vous présentais, c'est également les fruits à coque. Donc ça, on a un peu moins l'habitude d'en manger, mais tout ce qui est les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, tout ce genre de choses non salées, on recommande d'en consommer une petite poignée par jour, parce que c'est notamment des aliments qui vont être très riches en acides gras polyinsaturés. Donc, ces polyinsaturés, c'est les acides gras qu'on va opposer
aux acides gras saturés. Donc les saturés, on va plutôt les retrouver dans tout ce qui est plutôt le règne animal et les insaturés plutôt dans le végétal. Et c'est ceux-là qui vont être les plus stables, les plus intéressants nutritionnellement pour nous. Notamment, on va aussi retrouver les fameux oméga 3 dans ces fruits à coque, notamment dans les noix. Donc les oméga 3 dont on conseille aussi d'augmenter la portion. Parce qu'ils ne sont pas assez présents dans notre régime alimentaire habituel. Et donc, vous pouvez notamment les retrouver dans les fruits à coque. Et donc, tout ça, c'est bien gentil, mais concrètement, comment est-ce que je peux faire pour augmenter la quantité, ma consommation de ces aliments? Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Donc, notamment, si on a du mal à consommer sa portion conseillée en légumes, là, la petite astuce, ça va être essayer de les prendre en entrée. Parce que des fois, on n'aime pas forcément, soit dans nos plats, pas forcément les mélanger avec nos glucides, ou 5 portions, ça peut paraître énorme. Mais une petite salade composée en entrée, une soupe, des crudités, plutôt que de prendre de la charcuterie avec un morceau de pain, autant s'orienter vers ça. Ensuite, au niveau des légumes secs, souvent, les légumes secs, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que le mode de cuisson peut être un peu contraignant. Notamment, il y en a certains qui ont besoin d'un temps de trempage assez important. Donc déjà, le premier conseil là-dessus, ça va être de s'orienter vers 2 légumes secs en principal, lentilles et pois cassés, qui ne nécessitent pas de temps de trempage. Donc déjà, ça, c'est un grand plus. Et on peut, par exemple, pour les lentilles, si jamais on fait cuire des pâtes, on peut directement mettre, pourquoi pas, les lentilles dans l'eau de cuisson avec les pâtes. Ça fait une seule cuisson pour les deux, ça économise de l'eau, ça économise de l'énergie en plus. Et comme ça, à la fin de temps de cuisson de vos pâtes, vous avez juste à tout égoutter et vous avez tout dans la même assiette. Aussi au niveau des légumes secs, quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais qui peut être une bonne petite astuce, c'est de s'orienter vers les farines de légumes secs. Quand on cuisine, par exemple, plutôt que de prendre sa farine blanche, on va dire classique, raffinée, et peut-être prendre de la farine de lentilles, de la farine de pois chiches, ce genre de choses qui s'utilisent très bien. Et maintenant, on retrouve même des pâtes type coquillettes, ce genre de choses, faites à base de farine de légumes secs et qui s'utilisent de la même manière que les pâtes classiques. Et donc, pourquoi pas, quitte à manger des pâtes, peut-être autant manger celle-là. Et au niveau des fruits à coque, là, le petit conseil, c'est si jamais, en plus, ça couple aussi un peu avec améliorer son grignotage, c'est si on a une petite faim à combler en milieu de journée, en milieu d'après-midi, et plutôt que de s'orienter vers le paquet de gâteaux, pourquoi pas prendre une petite poignée d'amandes ou ce genre de choses, évidemment non salées. Et voilà, comme ça, on a notre petite poignée par jour. Et ça nous donne notre petite faim. Donc, je vois aussi dans les questions, vous posez beaucoup de questions sur est-ce que vous aurez accès, donc notamment vous aurez le replay qui sera disponible, où vous pourrez retrouver la présentation avec les commentaires. Ensuite, vous avez les deuxièmes repères qui sont les allées verts. Donc, dans ces repères-là, vous avez en premier lieu tout ce qui est céréales complètes. Donc, ce qu'on conseille, c'est au moins un féculent complet par jour, parce qu'ils sont naturellement riches en fibres. À la différence des céréales raffinées, les pâtes, on va dire classiques, ou le pain, notre baguette tradition, c'est que sur les céréales complètes, on va vraiment retrouver la globalité de l'enveloppe de la céréale. Donc, tout ce qui va vraiment venir englober la céréale, ce qui va être plus riche en fibres. Donc effectivement, des fois, c'est un goût un peu différent. La mâche n'est pas exactement la même non plus, mais ça va vraiment être intéressant du point de vue de la digestion et derrière de l'assimilation des nutriments. Ça va vraiment être intéressant là-dessus. Ensuite, le poisson, donc 2 fois par semaine si possible. Donc pas uniquement du poisson blanc, mais également des poissons gras. Donc quand je parle de poisson gras, c'est tout ce qui est par exemple sardines, maquereaux, harengs, saumon, truites, ce genre de choses.
qui sont vraiment à privilégier. Parce que les poissons gras, notamment aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'oméga 3, les poissons gras en sont très riches également. Donc voilà, pensez à en consommer. Au niveau des matières grasses, donc tout ce qui est matières grasses ajoutées qu'on va pouvoir utiliser au quotidien, on recommande de privilégier tout ce qui est huile de colza, de noix et d'olive avant avoir un profil lipidique qui va être bien plus intéressant que tout ce qui est beurre, par exemple. Et ensuite, les produits laitiers également, on en recommande pour les adultes 2 fois par jour. Pour les enfants et pour les seniors, c'est même un peu plus que ça. C'est vraiment aussi quelque chose de très important et qu'il ne faut surtout pas supprimer à l'âge adulte. Et donc, pareil, comme tout à l'heure, quelles petites astuces est-ce qu'on peut retrouver pour inclure ça dans notre quotidien? Donc, pour les céréales complètes, souvent le frein en fait qu'on nous donne, ça va être le goût. Et ça, c'est vrai que c'est un peu différent, mais le goût, c'est surtout là-dessus, c'est surtout une question d'habitude. Donc, l'astuce là-dessus, ça va être de commencer par des produits à base de farine semi-complète. On en trouve en supermarché, ce genre de choses. On peut avoir du semi-complet ou aussi, pourquoi pas, par exemple, du pain aux céréales, plutôt que passer tout de suite au pain complet qui peut des fois faire un petit choc. Voilà, l'écart de goût est un peu moins important et c'est une bonne manière aussi de s'habituer petit à petit à aller vers du complet. Ensuite, au niveau du poisson, alors souvent, là, le frein là-dessus, c'est des fois la cuisson du poisson, ça peut faire un peu peur. Si on n'a pas l'habitude, on se dit oui, il faut un four vapeur, il faut quoi que ce soit. Ça prend du temps, ce genre de choses. Et donc là, l'astuce, ça va être, n'hésitez pas à vous tourner vers les conserves. Les produits en conserve, la majorité du temps, ont un très bon profil nutritionnel. Que ce soit par exemple pour les maquereaux, les sardines, le thon naturel. Des fois, on peut même trouver des crevettes en conserve. Donc, ils sont parfaits pour composer un repas rapidement chez vous, ou même par exemple si vous êtes au bureau, si vous êtes en déplacement, sait-on jamais. Un jour, vous avez besoin de manger dans votre voiture, vous n'avez rien pour réchauffer ou quoi que ce soit, et ben, vous pouvez toujours emmener une conserve. Il n'y a pas besoin de frigo pour l'avoir avec soi et comme ça, on se prépare notre repas rapidement au moment de manger. Et ça nous fait un apport de poisson. Et pour ceux à qui vraiment la cuisson du poisson, même poisson blanc, fait peur, sachez qu'il est possible aussi en quelques minutes de cuire son poisson au micro-ondes avec un peu d'huile et quelques épices. Alors, pas forcément à faire toutes les semaines non plus. Mais voilà, de temps en temps, ça peut être aussi une petite astuce. Et au niveau des produits laitiers, donc si vous avez du mal à consommer des produits laitiers, parce que souvent, soit on a perdu l'habitude, soit on n'aime plus tellement le goût, n'hésitez pas à vous préparer des smoothies. Donc, c'est facile à préparer, il suffit de mixer quelques fruits et d'y ajouter un peu de lait. Et dans ce cas-là, en fait, on sent principalement le goût des fruits. Et en plus, c'est aussi quelque chose qu'on peut emmener partout. On peut avoir une petite gourde avec notre smoothie à l'intérieur. On peut l'emmener au bureau, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Au niveau des produits laitiers, il est également possible, par exemple, si on se fait un potage, de rajouter du lait ou pourquoi pas du fromage râpé. Ça nous augmente, ça peut tout de suite nous faire une portion de produits laitiers. On peut aussi, alors quelque chose que je fais souvent, c'est ajouter du lait en poudre. Alors, pas le lait en poudre pour les bébés, mais du lait en poudre, on en trouve en supermarché. Dans différentes préparations, moi, par exemple, ce que je fais souvent, c'est dans mon appareil à quiche, je rajoute un peu de lait en poudre. Donc, ça nous fait un petit plus de calcium. Et donc, je vais continuer un peu plus sur les produits laitiers, parce que notamment dans les questions que vous pouviez poser au moment de l'inscription, il y avait pas mal de questions là-dessus. Donc, à savoir que les produits laitiers, je vous ai surtout parlé de lait, mais ça ne s'arrête pas uniquement là-dessus. On en trouve sur plein de formes différentes, donc que ce soit aussi des yaourts, du fromage blanc, fromage frais. Ça peut être des produits laitiers issus de la vache, de la brebis, de la chèvre, ce genre de choses qui n'ont pas tous les mêmes goûts, pas tous les mêmes textures. Et voilà, si vous n'aimez pas le lait de vache, peut-être que vous allez adorer les yaourts de brebis, sait-on jamais.
Voilà, essayer de varier un peu là-dessus. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu un grand débat sur la consommation des produits laitiers. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en consommer? À un moment, il y a même eu des conseils sur le coup qu'il fallait plus en prendre. Mais ils sont vraiment très importants, surtout au niveau de la santé osseuse, parce que nos os se dégradent en fait en permanence et l'apport de calcium va vraiment venir permettre de les solidifier. Alors, aussi petite vigilance là-dessus, parce que maintenant, on entend aussi beaucoup plus, de plus en plus parler de tout ce qui est les laits végétaux, les lait de soja, lait d'amande, ce genre de choses. Ce ne sont pas des produits laitiers. J'insiste là-dessus. Ça a beau s'appeler lait on va dire dans le langage habituel, ce ne sont pas des produits laitiers. Et aussi comme question que j'ai eue au moment des inscriptions, c'est effectivement, il y a aussi des personnes, alors soit par choix qui ne décident de ne plus consommer de produits d'origine animale, soit aussi des personnes qui n'ont pas le choix, qui ont des intolérances ou des allergies. Vous avez aussi dans les végétaux, certains végétaux qui sont riches en calcium. Donc, vous avez notamment aussi tout ce qui est oléagineux, les légumes secs, on revient encore là-dessus, comme quoi ils sont vraiment très importants. Aussi des céréales, des graines qui sont riches en calcium. Vous avez notamment la graine de chia. Donc, c'est des toutes petites billes noires qu'on va humidifier et qui vont prendre un peu plus de place. Et notamment, les graines de chia sont plus riches en calcium que le lait de vache. Donc voilà, si jamais vous ne souhaitez pas consommer de produits laitiers, n'hésitez pas à aller vers les légumes secs et ces petites graines de chia, graines de lin, les amandes aussi, vous avez un peu de calcium dedans. Voilà pour cette partie. Et ensuite, évidemment, malheureusement, il y a toujours des choses à réduire aussi. Donc, il y en a quelques-uns ici. Donc, alors, l'alcool, maximum 2 verres par jour et surtout pas tous les jours. Parce que des fois, on entend parler aussi, oui, il y a des antioxydants dans le vin, ce genre de choses qui sont bons pour la santé, mais la consommation n'est pas suffisamment, c'est pas suffisamment intéressant. Donc voilà, 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Ensuite, il y a aussi la catégorie sans trop d'étonnement, la catégorie des produits sucrés et des produits ultra transformés. Alors, donc, déjà, premier petit point, ce qu'on appelle ultra transformés, c'est des aliments qui vont avoir été très dénaturés par différents process industriels. Donc, ça peut être des procédés physiques, chimiques, biologiques. Là, on va surtout retrouver des produits, alors ce qu'on appelle ultra transformés. L'exemple le plus flagrant, c'est tout ce qui est les céréales du petit déjeuner. Quand vous avez, par exemple, des fois du maïs soufflé, c'est très, très loin de ressembler à un maïs et ça n'a plus aucun intérêt. Ou alors, vous avez aussi tout ce qui est, par exemple, les plats préparés qu'on peut retrouver dans nos supermarchés qui vont contenir un certain nombre d'additifs, ce genre de choses. Donc, c'est le type d'aliments, de préparation qu'on appelle ultra transformés. Et donc ça, ces produits sont vraiment à limiter au maximum parce qu'il n'y a pas un très, très grand intérêt nutritionnel là-dedans. Ensuite, on a tout ce qui est le sel. Donc le sel et les produits salés. Donc le sel, souvent, c'est par réflexe. On a le réflexe de ressaler nos plats sans forcément goûter auparavant. Et aussi maintenant, dans nos produits industriels, souvent, on a de plus en plus de sel caché, parce que le sel peut avoir un grand intérêt au point de vue technique, point de vue pour avoir conservé ce genre de choses, mais on le trouve en trop grande quantité maintenant dans notre régime alimentaire. Et notamment aussi dans la charcuterie qui se trouve juste à côté, parce que la charcuterie, donc lui, ça cumule le sel et aussi le gras, donc c'est à limiter. 150 grammes maximum par semaine. Donc c'est pour ça aussi quand je vous parlais en entrée, remplacer la charcuterie par les légumes, ça peut aussi permettre en doublon de limiter notre consommation là-dessus. Et le dernier point à supprimer, à réduire, c'est privilégier si possible
la volaille plutôt, et limiter les autres viandes, donc tout ce qui est porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats, et limiter ça à 50 grammes par semaine environ. Non, 500 grammes par semaine environ. Donc, 500 grammes, ça reste quand même assez conséquent. Hein. On peut se dire, voilà, une centaine de grammes 5 fois par jour. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est de ne plus manger de viande systématiquement à chaque repas. On a vu tout à l'heure, on pouvait avoir quelques alternatives, mais voilà, surtout limiter ça. Et donc là, comme astuce, ce que je peux vous proposer, c'est, alors, tout d'abord au niveau des boissons, tout ce qui est produits sucrés, boissons, ce que j'appelle un peu les boissons plaisir, il est tout à fait possible d'en réaliser soi-même. Et pas forcément, ça prend pas forcément très longtemps. C'est pas chronophage. Donc tout à l'heure, je vous parlais des smoothies. Bah, pourquoi pas, par exemple, en apéritif, pourquoi pas proposer un smoothie plutôt qu'une bouteille de Coca, hein, pour pas faire de pub à Coca. Ou aussi, si vous aimez tout ce qui est les thés glacés sont très, très faciles à réaliser chez soi. C'est tout simplement faire infuser son sachet de thé comme pour un thé classique et puis le mettre au frigo après. Comme ça, en fait, on garde la main sur ce qu'on met dedans, on garde la main sur la quantité de sucre, parce qu'on peut aussi sucrer si on veut, mais peut-être un peu moins que ce qui est proposé dans le commerce. Et puis diminuer petit à petit les quantités de sucre, et comme ça, on garde la main vraiment sur ce qu'on fait. Ou vous pouvez aussi faire des eaux aromatisées avec des fruits, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Au niveau du sel, c'est de perdre ce réflexe de ressaler systématiquement tous nos plats. C'est déjà goûter avant de ressaler. Et puis aussi, il y a plein d'autres exhausteurs de goût qui existent et auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, le poivre. Le poivre, c'est top pour rehausser un peu le goût d'un plat. On n'y pense pas forcément. Et le poivre, ça peut être, même en toute petite quantité, hein. Des fois, ça suffit, ça redonne un peu de peps. Il y a aussi plein d'épices, plein d'herbes aromatiques qui peuvent être utilisées avant d'utiliser du sel. Donc voilà, pensez à ça. Et au niveau de la viande, donc comme on le disait aussi un peu tout à l'heure, maintenant, il y a aussi plein d'alternatives. Alors, sans supprimer la viande complètement, parce qu'il y a quand même quelques acides aminés, quelques vitamines qu'on ne va pas retrouver dans le règne végétal. Donc, il est important de conserver de la viande, mais essayez quand même, dans la mesure du possible, de privilégier tout ce qui est légumes secs, les graines, les noix, les céréales, ce genre de choses qui vont être intéressantes, qui vont contenir aussi des protéines. Et sur ce point-là aussi, surtout, n'oubliez pas les œufs. Donc, il y a eu un peu quelques points de discorde dessus ces dernières années, mais il n'y a pas de souci à consommer des œufs plusieurs fois à la semaine, et notamment, ils vont contenir de la B12, qui est très, très intéressant et qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal, on va dire. En plus, ça peut être, enfin, c'est assez facile à cuisiner, hein. Louper un œuf, faut déjà, faut déjà le vouloir. Et ça peut s'emmener partout. Un œuf dur dans sa gamelle, en pique-nique, à l'extérieur. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est facile à emmener, puis ça se mange bien. Ensuite, donc le dernier aussi, la dernière petite astuce que je voulais vous présenter, ce qu'on le voit de plus en plus maintenant présent dans nos rayons de supermarché, c'est le Nutri-Score. Donc, le Nutri-Score, en fait, le but, c'est que ça vous serve d'aide à la décision. Donc, ça se présente de cette manière-là. Vous avez la classification qui va du vert au rouge, de A à E. Donc, c'est mis en place dans le cadre du PNNS. Et donc, vous avez les produits A qui vont être considérés comme les plus favorables sur le plan nutritionnel, et les produits en E qui vont être les moins favorables. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on va considérer que les aliments qui vont être classés en A ou en B vont être des aliments qu'on peut consommer de manière quotidienne, régulièrement. Quand vous arrivez vers le C, on peut quand même en consommer souvent, mais un petit peu moins. Et dès que vous êtes sur le D et le E, de manière très occasionnelle ou à la rigueur ou en petite quantité. Voilà, le but, c'est d'avoir un peu cette aide à la décision.
Et alors, ce qui est bon à savoir là-dessus, c'est comment il est appliqué, ce Nutri-Score, parce que souvent, c'est une question qui revient. Donc, c'est à savoir que ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est sur la base du volontariat. C'est l'industriel qui décide s'il met en place ou non ce Nutri-Score sur sa gamme de produits. Et c'est lui qui va le calculer aussi en fonction de l'algorithme, avec l'algorithme qu'il va recevoir, mais c'est lui qui le calcule lui-même. Et donc, oui, récemment, donc, il y a le Nutri-Score, l'algorithme qui a changé. Ça a été, il y a quelques éléments qui ont été rajoutés, notamment en fonction de la quantité de fruits et légumes présents, en fonction de la quantité de fibres. Donc, c'est pour ça, si vous avez peut-être pu observer qu'il y a certains produits dont le Nutri-Score a changé dernièrement. C'est ce qu'on a eu cette petite actualisation sur la classification. Donc, voilà pour le Nutri-Score. Et je vais juste regarder l'heure, si j'arrive à avoir mon compteur. Non, bon, c'est pas grave. Donc là, je voulais faire un petit point sur au travail. Quand on est actif et quand on mange en dehors de chez soi, comment faire aussi pour garder un peu cet équilibre alimentaire. Et avant de commencer, j'ai une première question à vous poser. Pour ceux qui sont encore en activité, comment va se dérouler votre pause déjeuner habituellement? Est-ce que c'est en vitesse? Est-ce que vous avez le temps de prendre votre temps? Est-ce que c'est à la cantine? Est-ce que c'est dans votre véhicule? Voilà, ce genre de choses. Question de voir un peu, faire un petit état des lieux. Et puis, en fonction de vos réponses, je verrai si je m'attarde plus ou moins sur certaines parties. Alors, donc, les réponses, ça commence à arriver. Donc, en majorité, vous prenez à la cantine du bureau. Il y en a quelques-uns qui peuvent rentrer chez soi. Quelques-uns aussi au bureau. Ok. Donc, vu que la majorité d'entre vous, déjeune à la cantine, je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Donc souvent, en fait, le conseil qui est donné, c'est dans la mesure du possible, c'est le fait maison. Alors, si on est à la cantine du bureau, là, on n'a pas tellement, il n'y a pas tellement de choix, à part peut-être essayer de s'orienter plutôt vers le stand des fruits et légumes et du poisson plutôt que vers le stand des frites. Éviter systématiquement de piocher dans le bac pour avoir le sel, voilà, ce genre de choses. Mais surtout, si jamais, plutôt que d'aller acheter quelque chose à l'extérieur, plutôt que d'aller en sandwicherie ou d'aller acheter un plat préparé dans le supermarché d'à côté, plutôt essayer de s'orienter vers le fait maison. Et souvent, ça, par contre, il y a quelques freins. Et souvent, ce qu'on nous amène comme frein, c'est le temps. On n'a pas le temps de préparer un repas supplémentaire chaque jour. Et souvent, là, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est quitte à cuisiner, par exemple, quand on cuisine, quand on fait le dîner ou quand on cuisine le week-end, pourquoi pas prévoir un peu plus large. Plutôt que de prévoir une ou deux portions, pourquoi pas en faire 3 voire 4. Ça ne prendra pas forcément plus de temps. Et puis, on va garder ça au frigo où on congèle. Et puis, on ressort. Ça peut être votre plat du lendemain ou du surlendemain. Et comme ça permet d'avoir un petit plat à soi au bureau qu'on a juste à réchauffer. Ou on peut essayer le batch cooking, qui est aussi une très bonne idée. On peut, par exemple, se prévoir un temps sur la semaine qu'on va se dire, voilà, je vais cuisiner, je vais faire par exemple, moi, ce que je fais, c'est, j'aime bien faire des lasagnes, mais bon, un plat de lasagne pour moi toute seule entier, je n'ai pas non plus envie d'en manger toute la semaine. Donc voilà, on se dit, on se prépare ce plat-là
pendant un temps donné sur la semaine et puis je vais le sectionner en portions. Je vais en garder au frigo, au congèle et puis comme ça, après, petit à petit, je peux ressortir ce que je veux en fonction de mes envies. Et au final, mon plat de lasagne, il me fait un mois. On peut aussi miser sur des fois des petites préparations rapides. Donc, ça peut être des crudités à se préparer. Voilà, souvent, des fois, il n'y a même pas besoin de les éplucher ou quoi que ce soit, ou de les cuire. Ça peut être intéressant. Aussi, quelque chose auquel on ne pense pas assez souvent et qui est très intéressant aussi nutritionnellement et qui peut nous gagner du temps, c'est tout ce qui est les conserves et les surgelés. Donc souvent, on a des a priori sur les surgelés, mais tant qu'on ne prend pas un énorme truc en sauce, les légumes surgelés ont les mêmes, voire même des meilleures qualités nutritionnelles euh, que ce qu'on peut retrouver dans nos rayons de supermarché, même au rayon frais. Un légume qui va avoir été surgelé dans les 2 heures après sa cueillette va être plus intéressant qu'un légume qui va avoir passé 2 jours dans un camion, plus 3 jours dans l'étal du supermarché à la lumière. Donc voilà, penser au surgelé, ça nous gagne un peu de temps et ça permet aussi de varier les plats. Et aussi privilégier les aliments qui se cuisent vite. Donc vous avez, voilà, vous avez plein de choses qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Un autre frein aussi qu'on peut recevoir, c'est préparer mon repas, oui, d'accord, mais en cuisine, je ne sais pas forcément me débrouiller. Donc là, le premier conseil là-dessus, ça va être de commencer par des recettes faciles ou des recettes que vous avez l'habitude, que vous maîtrisez, et puis que petit à petit, on va pouvoir améliorer. Donc pour les légumes, il y en a certains, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'ont même pas besoin d'être épluchés, il suffit de les laver, donc tout ce qui est poireaux, carottes, courgettes, ce genre de choses, ça peut nous permettre de gagner du temps. Alors des fois aussi, ce qu'on n'est pas doué, si on n'est pas doué, les herbes aromatiques et les épices, ça permet de donner un peu de peps aussi à notre plat. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis comme tout à l'heure, penser aux conserves et surgelés. Donc voilà pour la partie au travail. Et donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, l'alimentation va toujours de pair avec l'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc là-dessus, en matière d'activité physique, on a surtout deux grands repères. Le premier, c'est au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Et le deuxième, c'est si possible 2 fois par semaine, faire des exercices de renforcement musculaire, d'assouplissement et d'équilibre. Et donc, quand je vous dis activité physique, surtout là où je veux insister, c'est que même si c'est des intensités modérées ou élevées, l'activité physique ne veut pas forcément dire du sport. On ne vous demande pas de faire 30 minutes de footing tous les jours, tout le temps, toute l'année. L'activité physique, ça peut être aussi, par exemple, le temps qu'on va passer à marcher à pied dans la journée, ça compte dans l'activité physique dynamique. Le temps qu'on va passer à cuisiner, le temps qu'on va passer à faire son ménage, voilà, tout ça, c'est aussi des formes d'activité physique. Et toutes ces petites activités-là, ou même par exemple si on aime bien jardiner, ce genre de choses, ça va aussi rentrer dans ces 30 minutes d'activité physique. Donc, en fait, c'est tout à fait atteignable. Et après, si on peut aussi avoir un temps dédié au sport dans la semaine, c'est intéressant aussi. Mais 30 minutes, c'est notre repère. Et donc, l'activité physique, pourquoi est-ce qu'on conseille? Parce qu'il va y avoir plusieurs bienfaits à l'activité physique. Donc, il y a un premier effet bénéfique sur le moral. Ça va contribuer à modérer les effets du stress psychologique sur la santé. Ça va réduire les risques de dépression et d'anxiété. Il y a des hormones du bonheur qui arrivent aussi avec le sport. Ça va aussi améliorer la qualité du sommeil et la qualité de vie en général. Donc, pas hésiter là-dessus. C'est pas que pour le corps, c'est aussi pour la tête que ça fait du bien. Selon les activités que vous allez pratiquer, ça peut vous permettre d'augmenter votre force, améliorer votre souplesse. Ça va aussi jouer sur l'équilibre, la coordination et l'endurance. Et en fait, c'est des capacités physiques qui vont être très utiles pour réaliser les gestes de la vie de tous les jours,
sans effort, sans y penser, sans avoir à se poser trop de questions de voilà, ah ben non, ça, je ne suis pas capable de le faire. Et ça, c'est encore plus vrai avec l'avancée en âge. Et dernier point, l'activité physique, ça diminue également le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires. Tout ce qui est donc la santé des artères, du cœur, ce genre de choses, il y a vraiment un effet protecteur de l'activité physique dessus. Aussi au niveau de l'obésité, les risques d'apparition de certains cancers, les risques d'apparition de diabète de type 2, ça va aussi avoir un impact là-dessus. Et pratiquer quotidiennement, elle va avoir des effets favorables sur la santé osseuse. Plus on va aussi mobiliser notre squelette, ça va aussi l'aider à se maintenir. Et ça va réduire également le risque de développer tout ce qui est maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Donc vraiment, le sport, ça va avoir un impact vraiment sur la globalité de la santé. Pas que la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et puis, là, je ne l'ai pas noté sur la slide, mais il y a aussi santé, on va dire, sociale. En fonction des sports, en fonction des activités, ça va aussi nous permettre de rencontrer du monde et ça fait du bien. Mais souvent, comme pour l'alimentation, il y a des freins. En général, le premier frein qu'on nous donne quand on dit aux gens qu'il faut se mettre un peu à l'activité physique, il y en a beaucoup qui nous disent « j'ai pas le temps ». Il y a 10 000 choses à faire dans la semaine, les journées ne font pas plus que 24 heures. Alors, les conseils qu'on peut donner là-dessus, c'est dans un premier temps, modifier ses trajets du quotidien. Par exemple, augmenter ses déplacements à pied ou en vélo quand on va faire ses courses, quand on va au marché, y aller à pied ou en vélo. Si jamais on va au travail en métro ou en bus, descendre un arrêt plus tôt. C'est quelques minutes de grappiller. Et cet arrêt plus tôt qu'on va descendre, ça va être, même si c'est que 5 minutes de marche par jour, en fait, sur les 30 minutes qu'on vous conseille, si vous faites l'aller-retour, vous avez déjà 10 minutes. Donc, c'est déjà un tiers de ce qu'on vous recommande. C'est pas négligeable à prendre. Même si on va au travail en voiture, pourquoi pas se garer un peu plus loin. Tout ce qu'on a marché, ça sera bon à prendre. Aussi, éviter de rester assis pendant de longues périodes prolongées, donc notamment si on a un travail de bureau, pas rester, en plus si on cumule l'effet de l'ordinateur, pas rester en permanence sur sa chaise, essayer au moins toutes les 2 heures de faire un petit aller-retour dans le couloir, aller faire un petit tour à l'imprimante, voilà, ce genre de choses. Si vous pouvez ne pas avoir votre imprimante directement sur votre bureau, ça vous fait un trajet en plus. Aussi privilégier les loisirs en extérieur plutôt que d'être toujours en intérieur. S'amuser à l'extérieur, quand on s'amuse, ça nous aide aussi un peu plus à nous dépenser. C'est tout de suite un peu plus ludique, tout de suite un peu plus intéressant. Et puis après aussi, transformer ses routines en exercices. Donc souvent, 2 petites routines qui sont assez faciles à mettre en place. C'est si jamais on a un ascenseur, prendre l'escalier dans la mesure du possible. Si évidemment, on n'est pas au 15e étage. Et aussi, un petit geste qu'on fait tous 2 fois par jour pendant au total 4 minutes, c'est se brosser les dents. Et pendant qu'on se brosse les dents, un petit exercice qu'on aime bien proposer, c'est de se mettre sur la pointe des pieds, tant qu'on se brosse les dents, toujours faire cette alternance, pointe des pieds, talon, pointe des pieds, talon. Et en fait, mine de rien, on va travailler l'équilibre, on va travailler aussi un peu le renforcement des membres inférieurs. Et on fait ça tous les jours pendant quelques minutes et c'est déjà ça de prix. Sur nos 30 minutes, ça nous en prend déjà 4. Si on a les 10 en plus de marche du matin, on a déjà la moitié de nos 30 minutes. Et puis souvent, il y a aussi un petit souci de motivation. Pour pratiquer une activité physique, si déjà on n'a déjà pas beaucoup le temps, la motivation n'aide pas forcément. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de chercher jusqu'à trouver l'activité qui va vous correspondre. Parce que en fonction des goûts, des couleurs, des capacités, des disponibilités, on va avoir des activités, des sports qui vont nous correspondre plus que d'autres. Certains vont adorer les sports individuels, d'autres des sports plutôt collectifs. Toutes les activités, tous les sports ne sont pas faits pour tout le monde. Et c'est pas parce que, par exemple, je ne suis absolument pas bonne en sport collectif, vous me mettez une balle entre les mains, c'est absolument une catastrophe. Par contre, j'adore le vélo.
Donc voilà, c'est aussi deux choses différentes et il faut trouver jusqu'à trouver celle qui nous correspond. Et quand on s'amuse, c'est déjà beaucoup plus facile d'être motivé derrière. Également, quand on débute, il ne faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Si vous n'avez jamais fait de course à pied de votre vie, on ne va pas s'imposer un footing quotidien d'une heure comme ça, de but en blanc. Peut-être plutôt commencer par de la marche à pied de manière régulière et puis quitte à augmenter un peu l'intensité petit à petit. Et on ne va pas essayer de faire un marathon au bout d'un mois, quoi. Faire des activités en groupe, souvent c'est aussi plus facile de se motiver à plusieurs quand on sait qu'on a les autres à côté qui nous attendent et qui comptent sur nous pour y aller. Ça fait un petit levier de motivation supplémentaire. On peut aussi inscrire dans notre agenda nos séances de sport sur des temps réguliers, par exemple tous les jours, à la même heure, à chaque fois le même jour. En fait, ça finit par devenir une habitude. Et puis, un dernier petit moyen de se motiver, c'est, alors souvent maintenant, on a quasiment tous des smartphones qui peuvent avoir des applications. Et donc, il y a plusieurs applications spécialisées ou des applications podomètre, ce genre de choses. Ça va nous permettre de suivre notre activité et on peut voir aussi notre progression. Et souvent, quand on voit une progression positive, ça motive aussi un peu plus. Donc, voilà pour les freins. Et avant de passer aux questions, je vais juste prendre un petit temps de conclusion. Donc, je voulais vous redonner deux phrases. Alors, deux phrases que j'ai tout simplement volées sur le site Manger Bouger, site du PNNS, que je vous invite à aller consulter parce que c'est une petite mine d'or. Vous avez plein de conseils dessus. Et donc, pour résumer un peu la partie nutrition, c'est mieux manger. Ça ne veut pas forcément se dire se compliquer la vie. Des fois, il y a des petites choses toutes simples qui peuvent être intéressantes à mettre en place et à prendre dans nos habitudes. Et après, une fois que c'est une habitude, tout roule, quoi. Et puis pour la partie activité physique, pas besoin d'être un grand sportif pour bouger plus. Faut commencer par bouger dès que possible. Donc voilà, sur ce, je voulais conclure et il nous reste tout pile 10 minutes pour passer autant de questions. Alors, je vais changer d'écran et puis voir un peu les questions que vous avez pu poser. Tac, tac. Alors, je repasse au début. Et puis, si vous en avez d'autres d'ici là, n'hésitez pas à poser votre nouvelle question. Tac, tac, tac. On a eu plusieurs questions. Alors, j'ai un écho. Plusieurs questions, dont une, par exemple. Comment consommer les graines de lin ou de chia? Est-ce qu'il faut les faire tremper, par exemple? Alors, les graines de chia, on peut les faire tremper. Après, il n'y a pas besoin d'un temps de trempage énorme. Par exemple, des graines de chia, souvent, on peut les mettre. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je les mets dans mon yaourt. Je mets une petite quantité dans mon yaourt, je trempe un peu et puis le temps que je tourne mon yaourt, c'est suffisant. Ou des fois, je vous parlais aussi de smoothie. Dans un smoothie, c'est intéressant. Le temps que vous nettoyez un peu votre mixeur, les graines de chia, vous les avez mis dans le lait, elles sont suffisamment réhydratées. Les graines de lin, il n'y a pas besoin de temps de trempage ou quoi que ce soit. Les graines de lin dans une salade, c'est intéressant. Ou par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je me fais par exemple des quiches ou des pâtes, une pâte brisée, je saupoudre ma pâte, quand je l'étale au rouleau, je saupoudre ma pâte de graines de lin. Ça peut être voilà, des petites choses toutes simples. Les graines de lin, il n'y a pas besoin de temps de trempage. Après, donc, je voyais donc kéfir de lait. Oui, effectivement, c'est une très bonne idée. C'est pas très sucré. Et donc, le kéfir, à savoir, c'est un produit fermenté. Donc, au niveau de tout ce qui est la sphère du microbiote intestinal, c'est intéressant parce que le microbiote intestinal, c'est ce qui va nous aider à digérer. Et une flore en bon état, c'est mieux. Donc, oui, le kéfir de lait, ça peut être une très bonne idée. Tout ce qui est fromage blanc, type les skyrs, ce genre de choses aussi sont. En plus, c'est aussi très riche en protéines, peu sucré, pas très très gras. Donc oui, effectivement, pour l'apport en calcium, ça rentre dans les produits laitiers. Le lait ribot, alors le lait ribot, c'est également ce que je vois. Le lait ribot, c'est également un type de lait. Alors souvent, pas forcément très très utilisé, ce qui peut être un peu fermenté, mais oui, ça peut être aussi bien. Vous trouvez du calcium hors produits laitiers, donc ça, on y avait répondu. Les graines de chia, ça, on y a répondu aussi. Nutri-Score, ça, oui.
Alors, on a relevé récemment des doutes entre la qualité nutritionnelle de certains produits et le choix, du niveau de Nutri-Score. Alors, effectivement, pour tout vous avouer, je ne suis pas forcément une très grande fan moi-même du Nutri-Score. Je ne le trouve pas forcément très pertinent. Une bonne lecture d'étiquette, la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles du produit sont parfois beaucoup plus intéressantes que le Nutri-Score. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des fois quelques décalages. Donc oui, c'est pas l'outil idéal. Il y a un petit biais du fait que ce soit l'industriel lui-même qui gère ce Nutri-Score-là. Et oui, en fait, ce qui a été compliqué sur le Nutri-Score, c'est que, en fait, c'est de vouloir faire une seule classification universelle qui correspondrait à tout, alors qu'on a vraiment une multitude de produits qui ont chacun leur spécificité, qui ont chacun leur intérêt, et tout ne se vaut pas. Effectivement, il peut y avoir quelques loupés là-dedans. Le patch, c'est mignon. Alors oui, effectivement, là, je viens de voir, il y a un de nos participants qui propose le site Sequal. Alors, Sequal, c'est super intéressant. C'est l'ANSES qui le met en place. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu une bibliothèque de nos produits alimentaires. Il y a des bases de référence. Il y a des aliments référents, par exemple, si vous tapez jambon sur Sequal, ça va vous proposer les valeurs nutritionnelles d'une tranche de jambon classique. Et vous avez tout qui est détaillé, vous avez aussi toutes les vitamines, tous les différents nutriments qui sont détaillés dessus. Et vous pouvez avoir aussi un classement par produit. Par exemple, vous pouvez, notamment sur le calcium, vous pouvez aller sur la catégorie calcium et vous allez avoir le classement de tous les produits qui sont le plus riches en calcium. Voilà, c'est quoi le très intéressant. Après, hop, j'ai aussi d'autres questions par ici. On a une question sur les plats cuisinés. Comment? On a une question sur les plats cuisinés. Est-ce que les plats Weight Watcher et Comme J'aime sont corrects? Par exemple. Des plats préparés sont des plats préparés. Ils ont beau s'appeler Weight Watchers et Comme J'aime, ça reste des additifs, ce genre de choses. Alors souvent, ils sont aussi consommés dans une optique de perte de poids et c'est pas forcément le plus intéressant pour perdre du poids. Le mieux là-dessus, quand on veut faire attention à ce qu'on mange, c'est de cuisiner soi-même et d'avoir soi-même la main sur ce qu'on mange. Parce que les plats comme ça ne va pas vous apprendre à cuisiner. Et une fois que vous allez les arrêter, il n'y a plus grand intérêt, il va falloir que vous recommenciez. Donc souvent, ils jouent sur les portions. Ce qui est sur les portions, effectivement, quand on a le plat préparé qui est déjà sous notre nez, on n'a pas cette question de portion à se poser. Après, c'est vrai, quand on cuisine soi-même, c'est à se prendre un peu aussi à prendre sur nous, à réussir à mieux se reconnecter aussi, à mieux identifier notre sensation de faim, réussir à faire la différence entre la faim et l'envie. Donc après, sur ce point-là, il y a quelques outils qui peuvent être intéressants. Par exemple, aussi manger plus lentement. Ça nous permet de mieux analyser la quantité qu'on mange, reposer sa fourchette entre chaque bouchée. Automatiquement, on est obligé de manger plus lentement et petit à petit, on va réussir à se dire, voilà, j'ai mangé la quantité qu'il me faut, c'est suffisant. Et puis après, le reste, ça peut nous faire notre plat à emporter pour le lendemain au bureau. Donc voilà, donc les plats préparés, que ce soit des plats régime ou des plats classiques, ça reste des choses avec des additifs, des conservateurs, en plus souvent aussi conservés dans du plastique, qui n'est pas très intéressant. Ensuite, donc le mode de cuisson est-il important? Oui, le mode de cuisson est important. Après, ça va aussi dépendre, des aliments, mais vous avez, par exemple, surtout celui auquel je pense, c'est la cuisson des pâtes. En fonction du temps de cuisson de vos pâtes, ça ne va pas avoir le même impact derrière. Le mieux, c'est d'avoir les pâtes al dente. Si vous n'avez pas de trop cuites, l'index glycémique va être beaucoup plus haut. Aussi, après, par exemple, au niveau des viandes, donc le mode de cuisson, une qui n'est pas du tout intéressante, c'est tout ce qui est barbecue.
Parce que là, vous allez avoir, ça va être carbonisé, et en fait, vous allez avoir des agents un peu nocifs dedans. Après, les légumes, plus que le mode de cuisson, il y a aussi le mode, on va dire, la sauce qui accompagne. Souvent le souci va être dans la sauce. Si on rajoute du gras à côté, si c'est un plat qui baigne en sauce, ça va être un peu moins intéressant. Ce genre de choses, effectivement. Nutri-Score. Alors oui, effectivement, encore une remarque sur le Nutri-Score. Effectivement, il peut y avoir quelques loupés. Alors, classe le fromage dans des lettres éloignées du A. Parce que, alors, souvent, parce que le fromage, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la portion commandée par jour, c'est 30 grammes. Et souvent, si on calcule, en général, le Nutri-Score calcule pour 100 grammes. Et donc, effectivement, là, on dépasse, où il y en a certains qui sont... Enfin, tous les fromages ne se valent pas. Il y en a certains qui vont être avec beaucoup de sel, d'autres avec beaucoup de gras. Et en fonction aussi des fromages, ça peut être un peu différent. Tac. Alors, au niveau du pain, le pain d'épeautre, est-ce que c'est OK? Alors, le pain d'épeautre, l'épeautre, c'est très bon. C'est une des farines, on va dire, où le grain de blé, à l'origine, a connu le moins de modifications depuis qu'on cultive du blé. Le pain d'épeautre est très intéressant. Après, c'est pas non plus c'est pas non plus de la farine complète, mais épeautre, c'est déjà un bon pain. Ensuite, on a donc quel est le mieux, si légumes pas frais, surgelés ou boîte de conserve, quel est le mieux? Les deux se valent. Les deux sont... Alors, si ça vous intéresse là-dessus, il y a maintenant quelques années, il y a E égale M6 qui avait fait un petit reportage là-dessus, qui s'était intéressé aux différences entre légumes frais. Eux, ils avaient pris l'exemple des haricots verts. Et notamment, ça a été fait dans l'école qui m'a formée, et mes camarades de promo qui ont fait le reportage, donc je vois aussi un peu le truc. Ils avaient fait la comparaison entre les trois, et la comparaison, enfin, il n'y a pas une énorme différence. Là où ce qui va surtout y faire, c'est si jamais vous prenez des boîtes de conserve où c'est des plats préparés en soi dedans, où là, vous allez avoir du sucre, potentiellement du sel, ce genre de choses. Là, c'est un peu moins intéressant, mais si c'est vraiment juste les produits bruts, il n'y a pas tellement de différence. Les trois sont bien. Tac. Alors après, il y a aussi d'autres questions qui sont arrivées. Alors, oui. Donc, quelqu'un qui nous dit beaucoup de mal avec les proportions. Alors, un outil aussi qui est intéressant, je ne vous en ai pas parlé pendant la webconf, il me semble que c'est les Canadiens qui ont sorti ça. C'est l'outil qui s'appelle... Alors, je vais vous le taper dans les commentaires, vous pourrez voir. Choose my date. C'est en fait c'est un petit visuel qu'on peut, pourquoi pas, quitte à se l'imprimer dans la cuisine. C'est un petit visuel qui nous aide un peu au niveau d'une assiette. Quelle portion de quel type d'aliment est-ce qu'on doit retrouver? Donc, quelle portion de féculents, quelle portion de céréales, quelle portion de protéines. Et ça peut nous aider un peu là-dessus. Si jamais on a du mal avec les portions, ça peut nous aider. Alors, réchauffer le repas au micro-ondes permet de conserver les valeurs nutritionnelles? Non, pas du tout. Le micro-ondes, alors des fois, on n'a pas tellement le choix, en fait. Quand on est, par exemple, au bureau et qu'on n'a que ça pour réchauffer, le micro-ondes, en fait, le principe du micro-ondes, c'est que ça va mettre tous les atomes qui vont venir composer votre pâte, toutes les molécules vont être mises en mouvement et par friction avec les micro-ondes de l'appareil qui vont tourner, ça va mettre tout ça en friction et c'est ça qui va réchauffer. Et en fait, ce mode de réchauffage n'est pas très, très intéressant. Mais si on a le choix, privilégier autre chose que le micro-ondes. Après, souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas tellement d'autres possibilités. Alors, comment fonctionne la glycémie dans le corps? Alors,
Donc ça, je vais finir, parce qu'il est déjà du coup 17h02, je vais finir juste sur ce petit point-là. Donc la glycémie, en fait, c'est le taux de glucose qu'on a dans le sang. Donc le glucose qui va nous être apporté par notre alimentation. Et vous allez avoir vous avez en fait c'est surtout tout le chemin de prise en charge de ce glucose. Donc c'est en général dans les voilà, il y avait le sondage qui était passé devant les questions. Donc, vous allez avoir l'insuline qui va venir prendre en charge, l'insuline qui en général est produite par le foie, l'insuline qui va venir prendre en charge ce glucose et qui va venir le faire rentrer dans les cellules du corps. Et en fait, le souci, c'est que si jamais on consomme trop de glucose, petit à petit, notre corps, l'insuline, va perdre sa capacité à le prendre en charge. Et souvent, c'est là en fait qu'apparaissent tout ce qui est diabète de type 2, ce genre de choses, ça va venir de ça. En fait, on va avoir consommé de manière générale, quotidienne, tout au long de notre vie, un peu trop de glucose, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, notre corps, il va y avoir été trop confronté et il va plus tellement savoir tellement comment le gérer. Et donc, en fait, le taux de glucose va venir s'accumuler, la quantité de glucose va s'accumuler dans le sang. Et petit à petit, ça va être... quand on a du glucose, on en a tous besoin, mais quand il y en a trop dans le sang, c'est là qu'on fait des fois il y a des comas diabétiques, ce genre de choses, ou de l'hyperglycémie ou au contraire hypoglycémie. C'est là que ça va poser souci. Voilà, c'était un peu tout. Donc j'espère que cette webconférence vous a plu, vous a intéressé. J'espère avoir répondu au maximum de vos questions et surtout vous allez pouvoir retrouver en replay normalement prochainement, je pense assez rapidement, qui sera disponible en replay sur YouTube.